Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du goûter, le 5e. Avant de parler de notre invité, à mes côtés, il y a Youssef. Ça va Youssef? Ça va, merci Sabri de m'avoir invité. Raconte-nous un peu, toi aussi tu es sur un autre podcast, Ouais, un c'est ça. autre format, explique-nous. Ça s'appelle Real Crazy About. C'est donc pareil, on parle de foot. On essaye de ramener des personnalités, de jouer à plusieurs jeux, de débattre sur l'actu foot et sur des avis un peu divers et variés. Et voilà, ça se passe plutôt bien et on espère que ça va continuer. On mettra tout ça, comme ils disent les liens en description. Ah, on C'est va comme ça booster qu'il faut là. le dire, il faut. Merci le Il goûter. faut. Et donc avec notre invité aujourd'hui, Zizek Belkebla. Merci Zizek d'être là avec nous. Merci Sabri pour l'invitation. Youssef aussi, hâte de débuter cette émission. Ouais. Un peu comme on l'a dit sur le précédent épisode avec Virginie, on est à Boulogne, donc on est un peu chez toi. Ouais, je connais un peu le quartier. Ouais. Rapidement, pour les gens qui ne te connaissent pas, ou peu, si tu peux, en une ou deux phrases, te présenter. Moi, Zizek Belkebla, je suis un ancien footballeur. J'ai beaucoup joué en Île-de-France et en national. Et donc, voilà, aujourd'hui, je commente pour Canal+ les matchs de national. Je l'ai fait pendant 6 ans. Aujourd'hui, je commente le foot anglais, l'Europa League, la Ligue Conférence et le championnat saoudien. Et un peu de Youth League aussi. Donc voilà, je suis rentré dans ce milieu totalement par hasard. Voilà, des connaissances qui venaient nous voir jouer au foot à l'époque, etc., qui sont dans les instances à Canal et qui m'ont gentiment invité à venir donner mes avis sur les plateaux, sur des matchs. Et voilà, donc moi je suis passionné du foot, je suis passionné pas du foot à l'ancienne, parce que le football d'aujourd'hui il est différent, mais il est aussi spectaculaire. Mais voilà, j'aime voir des gens, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, prendre du plaisir. Voilà, pour moi, le football, c'est total plaisir. Et aujourd'hui, voilà, force est de constater qu'on en voit moins, parce que la pression, elle est autre. Et il y a trop de, voilà, il y a trop de choses qui sont inhérentes au football d'aujourd'hui. Le professionnalisme, il a changé. C'est pas celui que j'ai connu moi. Mais voilà, le football est magique et il faut qu'il le reste. Tes origines, quand je parle des origines, c'est les origines au sens large, et aussi où tu es né, où tu as grandi. Est-ce que tu peux nous dire? Ouais. Moi, je suis né en 1972 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Mes parents sont arrivés en 1950 d'Algérie, et ils sont arrivés à Aubervilliers, dans une ville populaire, mais c'est voilà, une ville pauvre de banlieue. Donc ils ont vécu dans des endroits, voilà, on peut le dire, des taudis. Et donc voilà, on a eu la chance d'avoir une enfance heureuse. C'était mes parents qui étaient pauvres, mais nous on était riches. Et riches de plein de choses, parce qu'on était d'abord 10 enfants. Et donc voilà, on a vécu des moments magnifiques sans savoir qu'on était pauvres, parce que nos parents se privaient de tout pour nous et ne nous faisaient pas sentir qu'on était pauvres. Et ils se sont bien occupés de nous. Donc aujourd'hui, voilà, chaque jour je pense à eux. Malheureusement, ils sont plus là. Mais voilà, donc c'était dans des quartiers difficiles. Jusque dans les années 80, moi je suis né en 72, donc j'étais petit. On est passé à travers les gouttes de problématiques que j'évoque dans mon livre, parce que j'ai écrit un livre un petit peu qui retrace un petit peu l'histoire de mon père et de ma mère aussi, et des quartiers. Et donc on est passé à travers les gouttes de la délinquance, de la drogue, et on le doit aussi à l'éducation de nos parents, qui n'ont pas lâché les aînés, et ensuite ça ruisselait vers les plus jeunes. Et voilà, on a fait des parcours scolaires, voilà, de bons parcours scolaires, les 10. Et voilà, on le doit voilà, à mes parents et à mes grands frères et mes grandes sœurs. Et le foot aussi nous a aussi sauvés, parce qu'il nous a donné quelque chose qui nous permettait de s'épanouir différemment. J'ai des frères à 15 ans qui jouaient déjà dans des plus grands clubs de banlieue. À 18 ans, le Red Star, à 19 ans, Saint-Étienne, mon frère Youssef, avec mon frère Karim qui aurait dû le rejoindre et qui ne l'a pas fait, qui a créé un club à Aubervilliers, qui végétait dans un petit club de quartier. Il l'a repris en DHR,
en 1989 et en 93, on était champion de France 3e division. Moi, c'était ma première saison en 93. J'étais au Red Star avant, formé au Red Star. Et le Red Star faisait pas trop jouer les jeunes. À l'époque, il fallait avoir 28 ans pour jouer en équipe première. Hein. Moi, 19 ans, je sentais que c'était compliqué. Je m'entraînais avec la réserve pro, avec la réserve. Et j'ai pas senti qu'il y avait une espérance au Red Star à l'époque. Et quand je suis parti, je suis rentré à Aubervilliers. Parce que Aubervilliers montait et en 3e division, je dis bah écoute, je vais tenter ma chance. Et voilà, j'ai joué pratiquement 8 ans. D'abord la première année en Détroit, champion de France groupe Est. Et c'est la seule saison où ils ont inventé les barrages. À l'époque, ça n'existait pas parce qu'il y avait 6 groupes de Détroit. Et il fallait faire la Super D2 à l'époque en 93. Un groupe unique parce qu'il y avait groupe A, groupe B à l'époque D2. Et ils voulaient faire fusionner les deux groupes, faire une. Et donc, ils pouvaient faire monter moins de clubs de 3e division. Donc, on a fait des barrages, on les a perdus. C'est Saint-Brieuc qui est monté, qui a fait 10 années en D2. Et nous, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. On est resté quand même 6 ou 7 ans en national. Et moi, je suis toujours resté parce que c'était mes frères qui avaient sacrifié leur vie pour ce club. Et donc, je ne pouvais pas partir, même si voilà, j'avais des contacts, Strasbourg, Lens. Mais je ne me voyais pas partir. Ce n'était pas comme aujourd'hui à l'époque. Et moi, j'avais des études à faire, j'avais des études à terminer. Voilà, je voyais mes frères faire des brillantes études. Et le challenge, il était que je ne pouvais pas partir et abandonner mes études. Donc, voilà, je suis allé à la fac, j'ai bac +3 ou 4, je n'ai pas fini ma maîtrise. Mais parce que le foot m'a pris beaucoup de temps. Mais je savais qu'en partant ne jouer qu'au foot, j'allais passer à côté d'autres choses. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Hein. Au contraire, c'est le choix que j'ai fait. Moi, je me suis dit que le foot, c'est bien. Mais vivre que de ça, je pensais que j'allais m'ennuyer. Et donc, alors bien sûr, pour l'ego, je joue en première division, etc. Moi, ce n'était pas mon truc. Et donc, je suis passé, j'ai fait plein d'autres choses. On a fait un club social d'abord, à vocation sociale, dans les quartiers qui sont très difficiles. Et aujourd'hui, on est reconnu, on est légitime avec mes grands frères, surtout eux. Hein. Moi, j'ai fait que jouer. J'ai pris aussi le pli du social, etc. Parce qu'on a aidé tellement de gens dans les quartiers qui sont complètement démunis, abandonnés, etc. Mes frères, je les ai vus, moi, très jeunes, aller sortir des jeunes de prison en montant des dossiers, etc. Alors que mon frère Karim, il devait signer à Saint-Étienne, quoi. Il avait refusé Saint-Étienne. Et c'est mon frère Youssef qui était allé. Et est-ce que justement tu penses que par rapport à l'époque, sur le fait, on va dire, parce que c'est le nerf de la guerre, qu'il y avait moins d'argent que maintenant, est-ce que tu penses, bon, on ne peut pas se projeter, on ne sait pas, mais est-ce que tu penses que sur la période actuelle, s'il y avait eu la même chose, vous seriez plus dans le foot, vous auriez pu plus persévérer dans le foot ou pas? On avait la passion. On avait la passion, mais Dieu merci, on n'avait pas la cupidité du football, de l'argent. On n'était pas omnibulés pour ça. Pourtant, on était pauvres. Hein. Mes frères, pareil, ils se sont privés de tout. Il y en a un qui a arrêté l'école à 14 ans pour aller aider mon père à travailler. Et le foot, on a vécu du foot. Mais mes frères ont toujours pensé qu'il fallait avoir une fiche de paye. Tu vois, il fallait aller travailler dehors. On ne pouvait pas voir notre père partir à 6h du matin, rentrer à 20h, et dire « Attends, on va jouer au foot ». Mon père va dire « Attendez, les gars, je suis venu d'Algérie, j'ai les pieds nus, etc. Et vous me dites que le football, maintenant, on va gagner de l'argent ». Et on n'avait jamais pensé à ça. Mes frères n'ont jamais pensé. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment très, très fort parce qu'ils l'ont fait avec le cœur. Et ils ont été des grands joueurs. Hein. Aujourd'hui, mes frères, peut-être qu'ils ne joueraient même pas en France. Hein. Ils joueraient en Angleterre, en Espagne. Le football était différent. Le football était dur, physiquement dur. Il y avait les tacles, c'était vraiment l'engagement physique. Alors oui, là, aujourd'hui, il va très vite, hein, le football. Hein. Les terrains sont magnifiques, les pelouses, elles sont magnifiques. Tu parles au niveau professionnel ? Ouais. Okay. Ouais. La D3 de l'époque, il fallait jouer. C'était autre chose. Hein. Aujourd'hui, la D3 de l'époque, tu joues tranquille en D2. Hein. Même en D1. Tu penses je même PSG, je dis pas Monaco, au niveau même au niveau technique, au niveau physique, tu penses pas que le foot d'aujourd'hui est plus difficile que le foot d'avant ? pas plus technique. D'accord. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire quand je parle de foot que avant c'était les joueurs qui faisaient le système. Aujourd'hui, c'est le système qui fait les joueurs. Il est là le problème. Aujourd'hui, tout le monde est interchangeable. Avant, tu avais un gardien de but, une colonne vertébrale, ce qu'on appelait un libéro, un numéro 10, un attaquant. Tu avais ces 4 joueurs-là, après tu faisais ton équipe à côté, mais c'était eux qui portaient l'équipe. Aujourd'hui, le poste 10, il a disparu. Le libéro est plus excentré, il faut un gaucher, il faut un droitier. Voilà. Et l'attaquant, voilà. Quand on en trouve, ça coûte 100 millions. Et encore,
Et voilà, donc aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes. Aujourd'hui, le football, il est plus technocratique, tu vois. On a l'impression que c'est vrai qu'il est plus travaillé, il est plus réfléchi. Nous, à l'époque, on réfléchissait pas, quoi. C'est ça. Il n'y avait pas de réflexion à avoir. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui étaient là pour pas faire perdre l'équipe, et il y en avait d'autres, 4 ou 3 ou 4, qui étaient là pour faire gagner le match. Il y avait une partie qui ne devait pas faire perdre, et une partie qui devait faire gagner. Aujourd'hui, tu as une partie qui essaye de ne pas le faire perdre, mais tu as une partie qui essaye de l'animer. Avant, tu avais des mecs qui terminaient le match, qui étaient là. Tu vois, un Benzema aujourd'hui, ou un vrai attaquant. Moi, j'ai connu des très grands joueurs qui n'ont jamais fait de carrière. Mais on venait, on se déplaçait pour les voir. Hein. Les stades étaient remplis. Hein. Moi, j'ai connu beaucoup l'Île-de-France. Il y a des noms. Les gens traversaient toute l'Île-de-France pour aller voir des noms. Et le spectacle. Après, oui, bien sûr, ça va vite aujourd'hui. Ils s'entraînent tous les jours, il y a la muscu. Moi, j'ai jamais fait une pompe de ma vie. C'est ça. Voilà. Ça, de toute façon, c'est un débat qu'on a avec Youssef parce qu'on n'est pas de la même génération et toi, ça me te vieillir. Ouais. Tu es plus âgé que moi aussi. Mais c'est vrai que c'est un débat sur est-ce que le foot c'était mieux avant, est-ce que c'était plus dur, est-ce que c'est plus facile. Pareil, ça se projette sur Messi, est-ce qu'il aurait fait ça avant, mais tu mets Zidane maintenant, qu'est-ce qu'il fait, tu mets là. C'est vrai que c'est... Non, on peut pas comparer, mais bon, après, t'as vu, un bon boxeur, ça reste un très bon boxeur. Enfin, je veux dire, Mohamed Ali, il y a 30 ans aujourd'hui, ça reste Mohamed Ali. Tyson, il y a 20 ans, ou Tyson aujourd'hui, ça reste Zidane avant, il y a 20 ans. Aujourd'hui, voilà, ça reste Zidane. Maradona, faut voir. Hein, après, est-ce que le côté statistique, il rapporte pas aussi au niveau du jeu et des joueurs offensifs, est-ce qu'il apporte pas aussi un plus? Parce que du coup, les attaquants, ils vont toujours vouloir marquer, les ailiers vont toujours vouloir marquer et faire des passes D, alors qu'avant, les joueurs, ils n'étaient pas forcément manipulés par ça, tu vois. Donc, par exemple, une saison de R9 à 20 buts, c'était déjà exceptionnel. Alors qu'aujourd'hui, une saison d'un attaquant de 20 buts, c'est bien, mais c'est pas non plus... Après, on a toujours compté les buts des attaquants, hein, depuis le PSG, avec les attaquants qui a le record, un Argentin qui a le record de buts du PSG, maintenant qui a été dépassé. Mais non, je veux dire que un attaquant, on a toujours compté les buts des attaquants, meilleurs buteurs, etc. Mais aujourd'hui, moi, les stats me fatiguent, quoi. Maintenant, on regarde un match de foot, il y a des flèches sur la pelouse, il y a le graphisme, on voit des informations, on voit ceci, on voit cela. Il y a les XG. Et je m'en fous, ça, c'est des mathématiques pour moi, tu vois. Moi, je suis complètement déconnecté, mais pour un jeune qui commence le foot et qui débute à regarder des matchs comme ça, lui, il va s'accoutumer à ça. Ça va être normal pour lui. Mais on le voit chez les jeunes, après, ce problème-là. Ça devient une problématique chez les jeunes. Un enfant, il ne fait plus la passe. Moi, je ne veux pas comparer les deux époques et faire le vieux con, mais avant, on se partageait une bouteille de Fanta, on la buvait à 10, on ne regardait même pas s'il y avait de l'herpès, des boutons de fièvre. On se la partageait, on avait gagné tous ensemble. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a un joueur qui a fait gagner l'équipe. Moi, je suis pas entraîneur, mais ça me ferait chier d'entraîner une équipe pour un mec. T'entraînes l'équipe, il y a 11 mecs, et tu veux que les 11 prennent du plaisir. Ça, c'est de la faute de CR7 et Messi. Hein. Malheureusement. C'est arrivé, oui, c'est arrivé. Après, moi, je suis génération Messi, CR7, tu vois. Je le comprends. Ils ont fait exploser les compteurs. Mais moi, un beau but à une belle passe, je préfère la belle passe. Parce que c'est mon style de jeu. Moi, j'ai vu Iniesta, Busquets, Kroos, Modric. Pour moi, c'est ça l'essence du foot. C'est le don, c'est la passe, etc. Moi, Haaland, il ne m'inspire pas d'émotion. Après, je pense que tu as le critère réseau social qui joue aussi. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, je sais plus, c'est Adil Rami qui en parlait. Le Real marque le 4e but et il y a 4-0 déjà. Et Rudiger, il fait tout le terrain pour aller célébrer avec Brahim Diaz ou Mbappé. Ouais. Et Adil Rami, il explique qu'en gros, il fait ça pour apparaître dans Marca le lendemain parce qu'il sait très bien que c'est ce but qui va faire la une parce que je sais pas, il a pas marqué depuis combien de temps et donc du coup il fait tout le terrain pour être sur Marca, tu vois. Donc je pense qu'il y a le critère aussi réseau qui fait que les gens veulent plus la lumière sur eux et que maintenant le joueur de l'ombre il est un peu moins mis en lumière. Avant, par exemple, je parlais, je sais pas, hier encore je parlais avec un ami de Paul Scholes. Tu vois, c'est des joueurs qui avant tout le monde savait que c'était eux les meilleurs. Aujourd'hui, les meilleurs pour les gens, c'est sur 8 minutes de highlights, c'est le but de Haaland, par exemple. Après, c'est chacun ses émotions. Moi, je vais voir un film au cinéma, c'est pour le scénario, c'est pas pour l'acteur. C'est pour la mise en scène.
C'est pas l'acteur qui me fait aller au cinéma. Je sais de quoi parle le film. Je veux voir le film pour l'écriture. Je veux voir un match pour le scénario. Le match, c'est un scénario. C'est une histoire. C'est quelque chose qu'on va te raconter. Alors, tu vois, il y en a qui aiment l'opéra. Il y en a qui vont voir un ballet. Moi, quand je commente les matchs, je dis des fois, voilà, il y a une communion entre les joueurs. Un déplacement, tu vois qu'il y a une chorégraphie. Et c'est de l'art. Le football, c'est de l'art. C'est de la magie. Quand tu n'as pas ça, après, tu as un supporter, quoi qu'il arrive, tu veux gagner. Moi, je ne suis pas le supporter. Je ne suis pas le supporter. Je suis quelqu'un. Je viens vivre des émotions quand je vais voir un match de foot. Et les émotions aujourd'hui, elles me sont procurées par des jeunes aujourd'hui. Arrivé à 12 ans, j'ai plus ces émotions. Je commande la Youth League, je vois des gamins, ils sont déjà lobotomisés, ils sont déjà paramétrés pour jouer là-haut. Et on n'a plus de génie. Aujourd'hui, je regarde le foot pour Akliouche, pour Dembélé, pour Cherki. Voilà. Barcola. On en revient au problème, je crois qu'on en avait déjà parlé, au problème de... Maintenant, il n'y a plus de foot dans les rues. Non. Il n'y a plus de footballeurs qui... Ouais. Nous, on a tous commencé. Toi, encore plus, moi aussi. Plus de temps dehors. On était dehors. Maintenant, ils ont tous les petits à la maison. Ouais. Les réseaux sociaux, les téléphones, la télé, la PlayStation. Nous, on n'avait pas ça. Et c'est marrant ce que tu dis parce que la dernière fois, on a fait venir Canal+ à Aubervilliers parce que Warren Zaïre-Emery, il est venu chez nous. Moi, je suis responsable des jeunes débutants. Et donc, on l'a eu pendant 3-4 ans et demi, je crois. Et j'expliquais que ce gamin-là, c'était un enfant bio. Moi, j'appelle ça les gamins qui restent dans la rue, dans le stade, sur le terrain, en train de jouer au football du matin au soir. C'est des enfants qui sont bio. Ils sont pas dans les circuits du football collectif encore. C'est-à-dire, si à cette jeunesse-là, tu leur dis pas, hey, ici maintenant, tu fais ce que tu veux. C'est pas l'école, il n'y a pas un règlement intérieur, il y a juste du respect à avoir pour tes copains. Moi, c'est le langage que je tiens des enfants. Ils tombent, tu rigoles, tu sors. Tu vois, on les éduque. Mais la magie, quand il y a le ballon, moi je ne veux pas dire à un enfant, fais la passe, etc. Alors bien sûr, c'est des gamins, on est tous passés par là. On veut tous marquer parce qu'on a vu Ronaldo, on a vu Messi, on a vu Benzema, etc. Donc les gamins, ils veulent marquer, etc. Personne ne veut aller dans les buts. On a connu ça, nous aussi. Mais si on n'inculque pas ça aux enfants très jeunes, déjà, dire, mais le football, que tu marques pas, c'est pas grave. On a gagné, on s'est fait plaisir, on n'insulte pas l'adversaire, on serre la main à la fin, etc. C'est parce qu'on ne va pas faire que des footballeurs professionnels. Il y en a un sur combien Warren Zaïre-Emery, on l'a fait parce qu'il habite à Aubert, on ne l'a pas fait parce que nous, on a un club formateur, etc. Moi, d'ailleurs, on m'a dit, vous avez formé Aubert des éducateurs du club. On dit, ouais, vous avez formé. On n'a rien formé du tout, nous. Il habitait en face, il est venu chez nous et on l'a eu entre 5 ans et 8 ans. On va former quoi? On n'est pas des tarés. Ouais. Et moi-même, j'ai dû calmer des éducateurs qui disaient, oh, on fait ça. Je dis, mais on a fait quoi? Vous êtes fous, il habitait en face et on lui a donné peut-être l'envie de jouer au foot. Son père était aussi un pro, il a joué au Red Star, etc. Mais c'est le PSG qui a fait 99,99 du travail, les gars. Donc, on est dans une société où chacun veut se prévaloir. Tu vois, c'est normal, il y a de l'ego. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais en fait, t'as pas besoin de le dire. Ce que tu fais, ça se saura. Tu fais des choses bien, ça se saura. Si tu fais des choses qui sont pas correctes, ça se saura aussi. Après, voilà, moi c'est ça qui m'engage dans le football aujourd'hui, c'est la valeur qu'on donne aux enfants, parce qu'après, on a des bons joueurs, quand tout le monde ne sera pas bon joueur. Moi, je dis c'est plus facile d'être médecin aujourd'hui aux parents. Je leur dis c'est plus facile d'être médecin que footballeur. Ouais. Mais c'est grave que je sois obligé de leur dire ça, parce que les enfants, les parents pensent que c'est acquis, ça va être facile. Mais non, mais c'est une souffrance pour un enfant. Moi, je sais ce que c'est. J'ai pas voulu être footballeur, parce que j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été comédien. Je suis à Canal+ avec des grands joueurs. J'ai écrit un livre, j'ai écrit des scénarios. Oh, la vie, c'est ça, là. C'est à la fin, tu dis ce que j'ai fait. C'est un CV. Tu pars, tu dis, voilà, j'ai accompli quelque chose. Tu fais, ouais, j'ai été footballeur. C'est bien, hein, y a pas de, je méprise personne. Mais quand t'as pas été footballeur, il faut que tu te remplisses de quelque chose. Ouais. Et c'est ça qu'il faut qu'on envoie, nous, les messages, parce qu'on parle des parents, mais on a des mauvais éducateurs, partout. C'est ça, j'allais venir. On pourrait faire une émission sur les mauvais éducateurs, sur les agents, sur le préparateur athlétique, physique. Mais qu'est-ce qui vous arrive Bon, bref, oui, voilà, c'est juste pour dire que, ouais, vous connaissez. Et aujourd'hui, le danger, il vient de partout, quoi. Il vient de partout, parce que c'est pas que pour l'argent, c'est des gens, ils veulent des entraîneurs qui se disent, ah non, mais moi, dans 5 ans, je vais intégrer une structure professionnelle. Donc, je vois des enfants qui partent de clubs, des éducateurs qui partent des clubs et qui partent avec 20 gamins. C'est catastrophique.
En ce moment, il y a la mode des coachs privés. Oui. Déjà, le petit, il fait je sais pas combien d'heures de foot dans la semaine. Il rajoute un coach privé, Je les les parents. vois avec, ouais. Les parents, Des c'est- élastiques, Ouais, c'est des compliqué. trucs, des pompes. C'est des militaires, les enfants. Mais c'est pas une vie d'enfant, ça. C'est des Ouais. fous. Une vie d'enfant, c'est fais ce que tu veux. Amuse-toi. Une vie ouais. Tu sais, même les tarifs qui sont prêts à payer, Les tarifs, du ouais, c'est 20, ça. Ouais, 20, donc, 30 c'est pas euros mal. de l'heure. Mais c'est des opportunistes. C'est- Hein. Ils n'ont pas la passion parce que quand t'aimes, d'abord tu intègres une structure, un club, t'es éducateur. Pourquoi tu veux aller gagner de l'argent, prendre des enfants en plus, aller prendre 50 euros, 20 euros? Mais c'est un projet, d'abord pour toi-même. Si c'est pas que de l'argent, c'est des connaissances, intègre un club. Viens apporter ton expertise, C'est etc. ça. On est dans un monde d'égoïstes aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que les gens, j'ai dit, moi, avec une association là, que j'ai créée dans le sud avec des collègues pour le développement du futsal, on fait des stages pendant les vacances. On met des prix, on fait payer un peu pour faire vivre l'association, mais on fait 4 fois ou 5 fois moins cher que des stages à 2 balles. Tu vois, alors que Ah nous, ouais. pourtant, nous, on fait, sans prétention, je pense, on fait de la qualité. Mais non, maintenant, c'est devenu un business. Ouais, mais Bien C'est même, un business, tu vois. même autre chose. Moi, je me rappelle, quand j'étais ma première licence, ça a dû être en U8, quelque chose comme ça. J'ai dû la payer 80 euros peut-être. Ouais, les prix, c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, quand tu regardes une licence, j'ai entendu du 400 euros, Ouais, c'est la du folie. 380 euros, C'est la folie. du 500 euros. Ouais. Mais pourquoi? Pour avoir un équipement Nike, la folie. c'est de la folie. Ouais. L'équipement Nike, il coûte, tu vas dans une brocante, il coûte 60 euros, 50 euros. Pour jouer au foot maintenant, plus la paire de crampons que les petits ils veulent, on veut tous la paire de mais c'est vrai ce que Mbappé. tu dis, Youssef, mais tu vois, les parents les payent. Mais c'est ça. Ouais. Moi, c'est ça qui m'intrigue. Et c'est des parents Je qui n'ont dis- pas forcément les moyens. C'est exactement 450, ça. 500 euros pour avoir une doudoune, etc. Mais les parents payent. Et Ouais. des fois, il y a 2 frères, 3 frères. Ouais, c'est Et vrai. d'un autre côté, quand il faut faire un stage de langue, Ouais. l'enfant il doit parler Pas anglais, pareil. il est en 6e, c'est important, il a accumulé quelques retards. Ouais. Il paye pas Ouais, le rien, stage pour d'anglais. aller acheter des livres, des trucs comme ça, il faut Acheter pas. des livres, Hein etc. Et c'est là, c'est grave parce que on investit beaucoup. On se dit, enfin les parents, hein, ils se disent, allez, moi j'investis sur ça. Ouais. J'ai les moyens ou j'ai pas les moyens, mais en tout cas, je me donne les moyens de faire plaisir à mon fils parce que je le mets dans les meilleures dispositions. Et finalement, après, ça se tend dans les familles. Quand l'enfant arrive à 12 ans, 13 ans, il dit, mais moi, papa, je t'ai jamais demandé d'être footballeur. Ouais, moi. ouais. Je veux faire du judo, ou je veux pas faire de Ouais, sport. ouais. Le papa, il comprend pas, ou la maman, elle dit, mais attends, oh. Et- ça va mal. Il y a un engrenage, et parce que tout ça, ça emmène à les bords de terrain, c'est devenu un asile psychiatrique. Que des malades mentaux, les parents. Voilà, justement, ils se disent, j'ai investi, j'ai mis des sous. Ah bon. Pas tous, mais j'ai investi, j'ai mis des sous, je veux que mon fils réussisse. Et donc, en mode malade, c'est des malades mentaux, les parents. Et attention, c'est toute classe sociale confondue. Hein. Ouais. C'est pas les plus pauvres qui veulent Non. réussir. Ah, hein. Je vois des gens, costume cravate, qui pètent les plombs Bien sur leur sûr, enfant bien sûr. le samedi parce qu'il est pas en A, ou son fils est pas bon, etc. Bien sûr. C'est dramatique ce qui se passe. On Et ne parle pas dans les quartiers. Hein. ouais, c'est vrai. Et surtout, tu sais, il y a eu la mode du projet Mbappé. Hmm. Tu sais, les gens disaient le projet Mbappé, mais en vrai, même si vous voulez parler de Mbappé, quand il avait cet âge-là, il allait faire du piano, je crois, ou je sais plus Moi, quel je connais bien, moi, tu vois, le père, je connais bien. tu vois, il Un peu faisait la maman. plein de trucs, il faisait pas que du foot, il Bien faisait sûr. il a fait du théâtre, je crois, il a Bah, fait de la c'est ça. musique, tu Ils vois, ont réussi leur éducation. il a testé tout, Et en fait. des enfants et des autres, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et ils ont fait quelque chose de formidable, ils ont adopté. Et donc, ils ont élevé les enfants d'abord dans le but d'en faire des adultes, voilà, des belles personnes. Et en fait, le père, il le dit, j'ai pas fait Mbappé parce que j'ai voulu le faire. Ah oui. C'est l'enfant qui suivait son père. Il était éducateur, tu sais ce que c'est. Ouais. Et donc, il a suivi, bon an, mal an, comme ça, il avait développé des qualités. Mais c'est des parents qui ont la maîtrise d'abord de leur vie. Qui ont été éducateurs. Wilfried a été éducateur à Bondy pendant des années. La maman a travaillé dans le social. Et voilà. Et ils ont réussi ça, mais ça leur est tombé dessus. Même la mère, elle le dit, on était laituches. Enfin, on l'a dit. Non, mais c'est vrai. Il fallait gérer tout ça. Mais sans le foot, Kylian et Ethan, ils seraient des bons enfants, des vraies Mais tu le personnes. vois de toute façon comment il parle, Oui, oui. tu vois que c'est quelqu'un de. Ils pourraient, tête sur les voilà, épaules. ils pourraient travailler dans n'importe quelle entreprise, Ouais. et développer un CV, des études, etc. Mais voilà, Et- donc le foot, il est... Ouais, et d'ailleurs, tu as dit justement comment il parle. C'est vrai qu'il parle normalement, mais vu qu'il parle normalement, on dit, oh, Ouais, cette on est maturité, il est intelligent. Alors, peut-être il est mature, intelligent, je ne remets pas ça en code.
Mais non, c'est lui qui est normal. Bien sûr. C'est ça, il est normal. Mais ouais, c'est vrai que ça, on Mais pourrait oui, en faire dans un les- dans débat de les 3 clubs, heures. ouais, les clubs. Moi, Sur- quand j'ai un enfant qui est très bon et que le papa, il est obsédé, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'il parte. Ouais. Presque, je l'accompagne. Tu vas aller où? Je te Ah, ben dépose. oui. Parce que moi, ça me donne de l'urticaire. C'est des points. Moi, je suis pas venu pour faire de ton fils un champion. Ouais. Moi, je préfère que ton fils, il soit heureux. Et moi, c'est ce que je fais. Et je veille à ça au stade. Quand je vais sur le terrain, je surveille les enfants parce que les statistiques, il y a un enfant, dans une classe de 30 élèves, il y a un enfant qui est maltraité, voire battu, voire violé, etc. Ça, c'est les statistiques. Wow. Et je me dis, moi, j'en ai 200. C'est pas possible, il n'y en ait aucun qui soit battu par les parents ou voire plus. Attouchement, etc. C'est les statistiques, tu peux pas les nier. Incroyable. Et donc, moi, je surveille un enfant qui est malheureux. J'arrive à détecter quelque chose chez un enfant, une émotion qui me dit que celui-là, il faut faire attention. Des fois, j'espère me tromper, mais des fois, je veux parler avec un enfant et je dis comment ça va, tu vas bien, nanana. J'essaye de le faire parler, tu vois, et je lui dis ça va à la maison, papa, il est gentil, et il tape. Des fois, il me dit ouais, quand je fais des bêtises, je travaille mal, mais et donc, je suis obligé, des fois, quand j'ai fait parler le petit, j'attends un petit peu de temps et je vais voir le papa. Je dis, vous avez un enfant qui est formidable. Regarde, tenez, pourquoi il me dit ça lui? Je dis, non, il est bien élevé, il est vraiment, il comprend les consignes, il est vraiment très éveillé, très intelligent. Et je le bouscule un peu, tu vois, je lui mets ça dans la tête pour que justement ça le perturbe un peu. Et s'il le frappe, moi je lui dis le contraire. Je lui dis, écoutez, votre fils, il est formidable. Et j'aimerais bien en avoir d'autres des comme lui. Il écoute, il est attentionné, il comprend vite, il est vif. Et je le laisse après se démerder avec ça. Mais je le pense que je lui dis, moi. Et il part. Et je sais que je l'ai perturbé un peu. Mais parce que oh, t'es son papa. Ouais. Moi, le fils, il m'a dit, tu le tapes. Moi, d'accord, on s'énerve tous, etc. Mais on ne peut pas taper un enfant à 6 ans, 7 ans, 8 ans. À la maison, faites ce que vous voulez. Moi, souvent, je parle avec les enfants. Les mamans viennent me voir. Elles me disent que mon fils, en ce moment, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il laisse l'assiette. Il part le matin, la chambre, le lit, il est en bazar. Il rentre, il me prévient pas, il rentre tard. Donc, j'appelle le petit, la maman. Je dis, comment ça se passe à la maison? Il me dit, tout va bien. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai parlé avec ta maman. C'est pas ta maman qui est venue me voir. Je dis, écoute, c'est moi qui demande à ta maman comment ça se passe. Et je pose des questions à ta maman, elle me répond, ta maman ne me ment pas. Et je lui dis, voilà, moi, ce que j'aime pas, on dit que tu pars de la maison, t'as pas nettoyé ton lit, tu l'as pas fait, t'as pas débarrassé la table, la vaisselle, etc. Tu participes à la maison? Il me dit, oui, je dis, c'est bien. Parce que si ta mère, quand je vais la questionner, elle me dit que c'est pas bon, bah, tu reviendras pas au fût, tu seras puni parce que ta mère, elle me dira que... Ouais, c'est ça, Mais parce que je sais que moi, voilà, je suis né là-dedans. Ouais, j'ai voilà. vu mes frères, j'ai vu mes sœurs, les soutiens scolaires, les soutiens émotionnels, les soutiens psychologiques. Ouais, j'ai pas besoin aujourd'hui de... Tout ça, j'ai baigné dedans. Et comme il y a un gap aujourd'hui, la société, c'est pas celle d'avant. Tu parlais de Kylian Mbappé qui parle bien aujourd'hui, mais avant, c'était la norme. Ouais, bien sûr. Il y a 30 ans dans les quartiers, tout le monde, tu regardes les émissions aujourd'hui, l'INA, tu vas dans les quartiers, tu vois des jeunes rebeux, noirs, etc. Ils parlent, tu te dis, mais c'est pas possible, comment on a périclité, comment les jeunes ne parlent plus français. Ouais, mais il y a un truc, moi, auquel je pense quand tu dis ça, c'est la musique que les gens ils écoutent, tu vois. Je pense qu'à votre époque, même le rap, tu vois, moi Ça, c'est sûr. j'écoute pas, enfin j'écoutais un peu avant, tu vois, mais c'était des vrais, ça parlait de choses réelles, ça Oui. parlait avec des mots qu'on comprend tous, ça parlait à tout le monde, tu vois. Aujourd'hui, tu mets une instru, le gars il va te dire des mots qui n'ont rien à voir avec des trucs, tu comprends même pas ce que c'est, bah les gens, tu sais, ça va faire 1 million de streams, genre ça va être le premier sur Spotify, Deezer, etc. Et le truc justement où tu dis des trucs intéressants et tout, bah plus personne va écouter parce Ouais, que après, c'est plus dans la hype du moment, tu vois. Oui, c'est de manière générale, c'est pas que dans la musique, c'est vrai que dans la musique aussi, mais un peu, c'est voilà, c'est de nos jours dans tous les domaines. Je pense dans Ouais, beaucoup de domaines, à la télé, il y a beaucoup de trucs, c'est vrai. je pense que ça joue ça, hein, Ouais, sur, oui, c'est sûr. sur le vocabulaire des gens, même le fait de plus rester sur son téléphone que de Oui, parler oui, avec. même, Tu vois. même les profs sont responsables. Pas les profs. Ouais. Des profs sont responsables aussi. Ils pianotent sur leur téléphone pendant le cours. On voit des choses. Les enfants nous racontent, etc. Il se passe des choses qui sont pas normales. Mais voilà, ouais, c'est compliqué et il faut rester connecté parce que voilà, le sport c'est une chose, la culture, la musique, quel que soit. On peut tout aimer, mais il faut savoir doser les choses, quoi. Il faut aimer plusieurs choses. On peut pas
tout mettre tapis comme au poker sur le foot. La vie, elle est autre chose. Elle prend plusieurs formes, la vie. Et donc, il faut donner ces outils-là aux enfants pour parler de foot. Les éducateurs sont importants, que l'enfant il comprenne que à l'école, c'est le prof qui est important. Quand il sort de l'école et qu'il va au sport, c'est le relais, il est pris par des éducateurs qui sont compétents. Et à la maison, voilà, l'éducation, c'est les parents qui la doivent, et l'instruction, c'est l'école. Tu vois, la phrase de Victor Hugo. Justement, pour parler un peu de tout ça, là, tu nous as parlé donc de ta famille, de tes parents. Dans ce que j'ai vu, et tu en as un peu parlé tout à l'heure, la famille Belkebla, elle réussit dans beaucoup de choses. Hein. Elle est dans un peu tous les domaines, j'ai vu. Donc, tu as dit, toi-même, tu as été un peu acteur, tu as une sœur actrice, c'est ça? Ouais, bien sûr. Donc, tu as écrit des livres, tu as un neveu qui a joué au foot, qui joue au foot, tu as des frères donc, qui ont joué. Ouais. Tu peux nous raconter rapidement la réussite de la famille? Et ben, en fait, on le doit, bon, je veux pas dire la chance parce que je vais rester humble. Oui, on a traversé des galères dans les quartiers, la misère, etc. J'en ai parlé tout à l'heure, mais on a eu la force, la chance d'avoir des parents qui nous ont protégés et qui nous ont jamais lâchés. Et donc voilà, c'est important. Et puis après, on était les premières grandes familles dans les années 80. Et quand tu as 10 enfants, t'en as 4, les 3 premiers sont presque footballeurs professionnels. Dans les années 80, mon frère est présélectionné pour l'équipe d'Algérie. Une fois, j'ai 12 ou 13 ans, je décroche le téléphone à la maison, c'est Mustapha Daleb qui appelle pour mon Giallo. Et il dit bonjour, tu peux me passer ton papa? Je dis oui, c'est qui? Et il me dit c'est Mustapha Daleb. Et donc, je dis, papa, c'est Mustapha Daleb au téléphone. Moi, je savais Mustapha Daleb parce que mes frères, c'est incroyable, ils ont 8-9 ans, vous pouvez les regarder sur l'ENA. Mes frères sont déjà petits, mais ils sont déjà, pas Kylian Mbappé, j'exagère, mais oui, c'est déjà des pépites. D'accord. Mais il n'y a pas de télé à l'époque, il n'y a rien. Et un jour, il y a Mosaïque. À l'époque, c'est l'émission communautaire des Algériens dans les années 80, peut-être avant, 70-80. Okay. Mosaïque, ça passait tous les dimanches sur la 3, et c'était pour la diaspora maghrébine, etc. Okay. Et ils entendent parler de mes frères, Karim, Kamel, Youssef, qui jouent au Aubervilliers, c'est des pépites. Et ils viennent les filmer. Et donc, ils viennent les filmer, et ensuite, ils disent, on va vous faire rencontrer Mustapha Daleb, qui est là. C'est comme si aujourd'hui, tu es un gamin, il va rencontrer Zidane, tu vois, de notre époque. Et donc, mes frères petits vont au camp des loges, qui était comme l'entraînement du PSG, et ils vont interviewer Mustapha Daleb. Comme on est, nous, sur une chaise, mes frères 8 ans. Mais quand je regarde cette vidéo, je dis, mais comment mes frères parlent bien et tout. Je suis épaté. Et tout ça pour dire que, voilà, très tôt, mes frères ont attiré un peu la télé, les médias, etc. À 15 ans, mes frères jouent dans l'équipe première d'Aubervilliers, qui joue en PH à l'époque. Mais le football, c'est la torture. À l'époque, c'est les tacs par derrière, les bagarres générales, etc. Donc, ils sont très protégés, très tôt par les grands, les adultes. Et donc, ils progressent comme ça jusqu'à jouer en équipe première. Ils partent au Red Star, les 3. Il y en a 2 qui doivent signer à Saint-Étienne. Finalement, il n'y en a qu'un qui va le faire. Parce que le jour de la signature, Karim dit non, moi je ne signe pas, j'ai changé d'avis. Non, mais on a dit les 2 ou aucun? Non, mais Youssef va signer. Mais moi, j'ai un projet pour Aubervilliers, c'est ma ville. Le président du Red Star, à l'époque en 2e division, veut venir à Aubervilliers. Donc, il a débauché le président du Red Star, peu d'argent quand même. Il le fait venir en 89 à Aubervilliers. Donc Youssef va jouer à Saint-Étienne. Il fait 19 premiers matchs pour l'histoire en première division. C'est un des premiers rebeux à l'époque. Il n'y a pas beaucoup. Il y en a 5-6, j'exagère. C'est une équipe de Saint-Étienne en première division. C'est laquelle celle-là? C'est la belle époque encore de Saint-Étienne? C'est juste après. Ouais, ils étaient descendus en 2e division après problème de caisse noire à l'époque. Ils avaient des doubles caisses. Bref, ils étaient descendus en 2e division. Et ils affrontent le Red Star en 2e division. Et Youssef et Karim, ils ont explosé la 2e division de cette année-là. Donc, le président de Saint-Étienne dit, les 2 là, l'année prochaine, je les veux. Mais en 2e division à l'époque, il y a Montpellier, il y a Lyon, il y a Cannes. Enfin, Cannes de la grande époque, hein, avec les Hollandais, Johnny Rep, Laurent Blanc à Montpellier, Roger Millat à Saint-Étienne. La D2 de l'époque,
C'est très, très, très fort. Moi, j'étais dans les tribunes, je voyais les matchs. Tu dis, moi, si j'arrive à jouer déjà en 3e division, la D2, on parle même pas de D1. La D1, c'était le PSG, c'était Marseille encore. Et voilà, donc la D2 à l'époque. Donc mes frères font ça. Et donc ils ont cette notoriété un peu, cette légitimité. Et ça devient une grande. Les noms de la banlieue, ouais. Ça devient les noms de la banlieue, les Belkebla, Aubervilliers, etc. Parce que le club il commence à grandir et on forme. Voilà, les gens disent pour voir à des petits ponts, il faut aller à Aubervilliers parce que le football de l'époque, c'était pas. C'était la folie un peu. On jouait pour se faire plaisir pour le public. Et pour donner des émotions. C'est pas qu'on n'en donne pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, avant c'était le dribble, avant la passe. Enfin, c'était un peu. Et donc voilà, notre notoriété à nous, les Belkebla, c'est que voilà, on est une grande famille issue des quartiers et qui sommes bien intégrés et surtout implantés et qui créons des passerelles avec l'école, avec les profs, avec le tissu social dans les quartiers. Ouais. Et donc, voilà, les Belkebla, c'est pas que le foot, c'est des gens qui sont, voilà, qui écoutent, qui aident, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que tu peux faire moins aujourd'hui. On est dans une autre époque administrative, etc. Mais à l'époque, tu allais voir le maire, mais j'ai vu mes frères se prendre la tête pour des gamins, pour le travail, etc. C'est tout ce que tu peux plus faire aujourd'hui. Juste pour rester dans le thème famille, origine, etc. Le thème du podcast, le nom, c'est le goûter. Donc, on va parler du goûter d'aujourd'hui. Le goûter de Zizek. Ouais. Donc, des pâtisseries orientales. Vas-y, dis-nous, quel est ton rapport à tout ça? Non, parce que ça me ramène... il faut pas que je pleure, mais ça me ramène à ma mère. Ouais. Enfin, tu vois, quand on est petit, on voit ma mère faire des macroutes. Elle est là, elle passe des heures à faire la pâte, les dattes, etc. Et quand on rentre, on est content d'avoir ça, quoi. On est content d'avoir ça. Et c'est surtout qu'on le partage avec les voisins, avec la famille, avec tout le monde. Tu vois, c'est le goûter de tout le monde. C'est pas que le nôtre. C'était le goûter du quartier. Ouais. Et donc voilà, ça me ramène à tout ça. On le voit bien, hein, si on le voit bien ou pas, mais voilà. Zlebia, cordes de gazelle, gâteaux amandes, macroutes. Voilà quoi là. Ça me fait penser à quoi? La base. Moi, ça me fait penser au Ramadan 2014. Ah ouais? Pourquoi Ramadan 2014? Parce que c'était la Coupe du Monde au Brésil déjà. Et que je me rappelle que quand nous on rentrait de la mosquée, les matchs commençaient du coup. Donc vers 23h30 minuit, ouais. Quelque chose comme ça. Et on prenait le thé avec Zlebia, les macroutes devant les matchs qu'il y avait là. Et, ça me rappelle cette époque de ouf. Ouais, voilà, c'est pas coûteux, mais c'est du temps. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'encore, je me ramène encore à nos parents. Ils savaient passer du temps avec nous. Et nous, on savait passer du temps avec eux. Aujourd'hui, c'est pas que cette époque, elle est pas comme ça, mais si les parents ne font pas attention à vivre ces moments-là en famille, eh ben on fait des enfants qui partent très tôt, qui, à 18 ans, quittent le foyer familial pour aller on ne sait où, qui ne parlent plus à leurs parents, qui un texto, c'est presque à l'arrache. Moi, je vois des jeunes comme ça, je vois des parents qui me disent « Ouais, moi, mon fils, c'est compliqué, à la maison, on ne se parle plus. Il est accaparé avec, vous l'avez dit, les réseaux sociaux, cet outil-là. » Mais voilà, si on ne sait pas partager des moments ensemble, enfin, moi, je vois des amis africains, ils mangent dans le même plat, quoi, avec les doigts, comme ça. Mais si on ne sait plus faire ça, ça veut dire qu'on a perdu quelque chose de nos racines. C'est ça. Comment tu es devenu, si, voilà, je sais pas si c'est un terme qui est large, mais comment tu t'es retrouvé acteur et écrivain? Parce que voilà, dis-nous. Ouais, acteur, c'était, moi j'étais à la fac et je m'étais inscrit au cours de théâtre et j'aimais bien ça, j'écrivais déjà un petit peu, 2-3 bricoles. J'avais un pote qui était comédien dans la cité et un jour il m'a dit viens, on va faire un court-métrage. Donc j'avais été participer à faire son court-métrage. Et ma sœur Fadila, pareil, elle était à fond dedans, mais nous on est une famille aussi, voilà, qui avait toujours aimé lire, parce que mes parents analphabètes totalement, etc. Et donc ils étaient fiers de nous savoir entre des livres, la bibliothèque, etc. Dans les quartiers à l'époque, on avait une bibliothèque, c'était tout con, hein, mais aujourd'hui on a moins
moins d'espace, où on peut partager des moments conviviaux, où on peut apprendre les sens sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais à l'époque, on avait le temps de faire tout ça. Le temps de faire tout ça. Mhm. Et ma sœur, elle a toujours été là-dedans. Je crois qu'en 95, elle fait son premier film qui s'appelle Douce France. Et donc, elle a un agent, elle commence à avoir une petite notoriété de comédienne. Et un jour, elle monte le fameux court-métrage que j'ai fait dans la cité avec mon pote. Et l'agent me dit, mais moi, j'aimerais bien récupérer ton frère. Donc, c'est comme ça qu'à 25 ans, je joue au foot, mais aussi je passe des castings, beaucoup de castings. Mais voilà, donc je me lance dans le casting. Je fais un premier film en 2004 en Algérie, Viva l'Algérie de Nadir Moknesh, qui est quand même un cinéma d'auteur, un bon réalisateur algérien. J'ai un petit rôle dedans. Le premier, je dis, bah, c'est bien, c'est un bon début. Et après, je fais beaucoup de castings. Et il s'avère qu'en 2001, il y a les attentats du World Trade Center. Et tout a basculé là. J'ai senti un truc qui avait commencé à basculer. Les castings, c'était ah ouais, mais t'as pas de barbe, etc. Donc les rôles, c'est des rôles de voyous. Je l'ai fait, hein. J'ai fait quelques rôles de voyous, etc. Mais j'ai 25 ans. Et je fais ces petits rôles quand même pour la télé. PJ, Centrale Nuit, peut-être Rojanin, je crois, Navarro à l'époque et tout. Je fais des trucs comme ça. Et beaucoup de casting pendant 4 ans, 5 ans. Et à la fin, je vois qu'un jour, j'arrive sur un rôle. Il y avait un fait divers à la télé d'un mec qui avait vitriolé sa fiancée parce qu'il la soupçonnait d'avoir une relation extra-conjugale. C'était un des jeunes, hein, à la fac ou je sais pas quoi. C'était un fait divers. C'était un mec des pays de l'Est. Et moi, j'arrive au casting, on me prend, on me dit voilà, tu me prends, le tournage c'est dans un mois, bref, laisse-toi pousser la barbe. Moi j'arrive, je suis un berbe, j'arrive avec à peine ça. Et quand j'arrive, on me dit ah non, mais attends, il te faut une barbe et tout. Il me colle de la barbe pour répondre aux critères. Alors peut-être que le mec il en avait une aussi, dans le fait divers, moi j'ai pas suivi l'affaire. Et quand ils m'ont collé la barbe, j'étais là, j'ai dit mais je suis un fou, moi, qu'est-ce que je fais là moi? Je savais que c'était un fait divers qui avait existé, je dis bon allez, c'est pas une invention, je le fais. Mais la semaine d'après, je suis allé voir mon agent et je lui ai dit écoute, plus jamais je vais faire des rôles comme ça. Plus jamais. C'est toujours les mêmes choses. Soit j'arrête. Les pistolets, j'en ai jamais touché un de ma vie. Je sais même pas si j'en ai déjà vu un de ma vie. Je lui ai dit comme ça. Et je lui ai dit voilà, je veux plus. Donc c'est quoi? C'était voyou, terroriste, c'était que ça. Mais c'était 2000 et déjà, après 2000. C'était l'arabe pas bien, ouais, ok. Mais le souci, c'est que, ok, tu fais pas des aides, d'accord. Il soulève le couvercle de la poubelle, et là, ça jaillit. Et voilà. Et donc, moi, j'ai dit stop. J'ai fait le casting du prophète, d'Audiard, et j'ai pas été pris. Mais voilà, après, j'ai dit, je vais que dans des rôles qui se défendent. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc après, j'ai commencé. Je faisais moins de casting, et puis après, tu disparais, tu vois. Donc maintenant, je retournerai que si le réalisateur, je le connais, et il me dit voilà, Zizek, moi j'aimerais bien tourner avec ce rôle-là, avec toi, que j'ai écrit parce que voilà, je pense à toi. Là, je le fais, ça se défend. Mais voilà, un rôle de voyou parce que ça s'explique. Voilà, ça se défend parce que le personnage il a existé ou on raconte une histoire que tout le monde vit. Il n'y a pas de problème. Mais c'est bon, on laisse ça aux jeunes. Ok. Et donc, ton côté écrivain? Et donc, voilà, les côtés écrivains, ça me ramène encore au foot parce que moi, je vois les enfants aujourd'hui dans les vestiaires. Il y a des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, des Marocains, Tunisiens, Chinois, Juifs, enfin. À Aubervilliers, on a de la chance, on a une très bonne mixité. Et souvent, j'ai des histoires. Une maman elle m'appelle, elle me dit ouais, Zizek, là, mon fils, on l'a dit, le casseur algérien, l'Algérien, le casseur. Et des fois, c'est le Malien, et des fois, c'est ceci. Et c'est mignon, c'est des enfants. Et des fois, je les réunis. Dans le vestiaire, un petit truc comme ça, ils sont 40. Et je dis mais comment tu t'appelles, toi? Il me dit Mohamed. Je dis comment il s'appelle? Il me dit je connais pas. Je dis mais c'est pas normal. Nous, à votre place, quand on était petits, on connaissait tous nos copains. Non, mais il n'est pas dans mon école. Mais peu importe, il n'est pas dans ton école à partir d'aujourd'hui. Donc, je les mets tous au milieu, comme ça, un par un, ils se présentent. Je dis, voilà, vous êtes tous sous le même maillot. Et quand vous arrivez ici, vous serrez la main, vous dites bonjour, même si vous n'êtes pas dans la même école, dans le même quartier, etc. Et il y avait un Asiatique en face de moi, et je dis, il s'appelait Pascal. Tu vois quoi? Et je lui dis, tu me vois quoi, là? Tu vois quoi? Tu vois ton entraîneur? Tu vois un arabe? Il dit, non, je vois mon entraîneur. À côté, il y a Mamadou. Je lui dis, Mamadou, tu vois ton entraîneur ou tu vois un arabe? Je dis non, je vois mon entraîneur. Je dis moi pareil, je vois pas Pascal un asiatique, je vois pas un chinois, je vois pas un malien. Je dis tout ça c'est voilà, ici vous êtes tous français.
Vous êtes tous sous la même couleur du club. Chez vous, le papa, il vous dit t'es malien, t'es algérien. Ça vous regarde. Ça, c'est votre papa, il a raison chez vous. Ici, dans le vestiaire, on est tous des footballeurs. Moi, ça m'intéresse pas que tu sois algérien, malien, sénégalais, tout ça. Moi, je veux voir un footballeur. Toi, tu veux voir un entraîneur. Moi, je vais pas entraîner que les Algériens parce que je suis algérien. Mais je les traumatise, des fois, c'est franchement. Mais je sens que chez eux, ils sont, tu vois, ça. Donc, pourquoi j'ai écrit ce livre-là? Parce que c'est ça. J'ai dit, mais il faudra un jour que je raconte, moi, mon père, ce qu'il me racontait quand même. Mon père, il a grandi dans la pauvreté, l'extrême misère en Algérie. Et il y avait des juifs avec qui ils ont grandi et ils étaient fraternellement attachés. C'était pas les juifs, c'était Raoul qui habitait dans le village et moi mon père c'était Ahmed qui habitait dans la Mechta, voilà, etc. Mais c'était mon meilleur ami. On travaillait dans les champs, ils étaient pauvres comme nous et donc c'était pas des colons. Et donc mon père quand il me racontait que les juifs c'était comme ça, nous il y avait même des histoires d'amour entre les Arabes et les juifs, les juifs et des Arabes. Mais voilà, c'est la guerre qui a déclenché tout ça. Le décret Crémieux que j'explique un peu dans mon livre. Et donc, et voilà pourquoi j'ai écrit ça, parce qu'il fallait que je dise, ce monde-là, il se barre en cacahuète. Si moi je raconte pas cette histoire-là, voilà. Et donc j'ai écrit une histoire d'amitié entre mon père et son meilleur ami kabyle, juif, et qui vont traverser la guerre d'Algérie. L'exil arrive à Aubervilliers, et une histoire d'héritage, ça que j'ai romancé cette fois-ci, l'histoire d'héritage, et c'est le vieux kabyle, mon père, qui va raconter l'histoire à la petite fille du juif qui a jamais connu son grand-père. Et elle va comprendre que l'histoire de familiale juive, elle était compliquée et complexe parce que voilà, elle a jamais parlé à son père, la mère de cette petite-là, elle a jamais parlé à son père. Et il y a une histoire voilà, entre eux. Mais ce que je veux raconter, c'est que c'est ça, c'est que on est. Je crois qu'on est bon, le verbe naître, on est bon. Et ou soit on n'est pas mauvais, mais on est il manque des choses, soit il manque embryonnairement, soit on est complet, c'est comme un footballeur, il y en a qui ont tout, il y en a qui ont pied gauche, il y en a qui ont les deux pieds, il y en a qui ont la tête, il y en a qui n'ont pas la tête. Et ben dans la rue, il y a des gens qui sont complets et qui comprennent la complexité du monde et qui vont vivre avec. Parce que c'est ça, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que pareil, j'ai déjà des discussions. On va dire, on parle de racisme. Un raciste, tu ne nais pas raciste. Bien sûr. Tu le deviens oui. Par rapport à ton entourage, à ce que tu entends. Hein. Et voilà. Et c'est juste pour rejoindre ça. Et c'est vrai que on est, comme tu dis, encore du verbe naître. On est tous en étant des bonnes personnes. Ouais, bien sûr. Mais si on est mauvais, c'est qu'on le devient. Et... Ouais, je pense que les 9 premiers mois qu'on passe dans le ventre de notre mère, quand même, ils sont super importants. Les mamans qui sont battues ou qui vivent des traumatismes, des misères dans l'appartement avec un mari qu'elles n'aiment pas, etc. Elles sont enceintes. Mais tout ça, ça rejaillit quelque part. Alors, je suis pas médecin, je suis pas un truc bidon où je vais expliquer des choses, mais c'est important parce que ça veut rien dire. Hein. Tu peux naître dans un taudis comme ma mère. Mes grands frères, ils sont nés dans des taudis et pourtant ils sont animés de bonnes intentions. Ils sont bien. Mais c'est important de savoir que là d'où on vient, là d'où on se construit, là où on devient un embryon, on devient un fœtus, on a un enfant, je pense que là déjà on développe des gènes qui peut-être nous donnent peut-être plus de chance après. Ça veut rien dire, mais je pense que voilà, ça veut rien dire, mais je pense que quand je dis on est mauvais, c'est-à-dire que des mamans qui entre celles qui font des dénis, celles qui ont des grossesses malheureuses, je pense que ça pâtit chez le fœtus. Oui. Quelque chose. Il faudra avoir un jour vous inviter un médecin, un obstétricien, quelque chose comme ça. Mais voilà, je pense que moi je me souviens, ma mère elle me disait pour l'éducation des enfants, elle disait, tout se passe avant les 6 premières années. Si tu loupes les 6 premières années, c'est-à-dire que tu apprends tout à l'enfant, que le cadrage, il y a des limites, il y a des choses qu'il peut faire, des choses qu'il peut pas faire, des choses qu'il doit comprendre, qu'il comprendra pas plus tard. Tu as les 6 premières années pour le faire. Si tu vas pas expliquer des choses qui sont fondamentales pour l'enfant, il les comprendra pas plus tard. Ouais, scientifiquement c'est prouvé ça, je crois. C'est ma mère qui a jamais lu un livre et qui m'a dit ça. J'ai toujours dit à maman. T'es visionnaire, t'avais raison. Je crois que j'ai lu un truc par rapport à ça, mais ça a été prouvé il y a quand même, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Que la personnalité de l'être humain elle se crée entre les 3 et 6 ans. Entre 3 et 6 ans,
En gros, l'enfant, il prend dans son environnement, de ses copains, de ce qu'il voit à la maison, et c'est là qu'il commence à former sa propre personnalité Ouais, qui bien sûr. évoluera, tu vois, pendant toute sa Moi, vie. pour en revenir au foot, je suis à Canal+, j'étais à Eurosport, à Eurosport. J'ai vu des anciens footballeurs, des grands footballeurs qui ont fait des belles carrières, mais qui ne sont pas des belles personnes. Ils ne sont pas des belles personnes. Parce qu'il leur manque quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont partis très tôt de chez eux. Ils ont fait la carrière, ils sont partis, et ils ont vécu des choses qu'ils n'ont pas fait partager avec des frères, des sœurs, des parents. Et aujourd'hui, je vois chez eux des choses qui leur manquent. Ils ont des discours, ils n'ont pas des discours de footballeurs qui ont été construits dans un cocon familial, etc. Il y en a qui ont oublié. Par exemple, Zidane, lui, il est parti, mais il a gardé toujours un ancrage avec sa famille. Et il y en a qui sont partis et qui ont perdu cet ancrage. Et quand tu t'arrives à 35 ans, quand tu raccroches tes crampons, eh ben, il te manque quelque chose. Et moi, je vois beaucoup de personnalités de footballeurs qui sont dépressifs. Aujourd'hui, qui vont partir dans des trucs sur Internet, sur les réseaux, parce que normalement, ils ne devraient pas faire tout ça. Ils ne devraient pas donner leur avis sur plein de choses. Ce n'est pas des maîtres de conférences, ce n'est pas des choses qu'ils n'ont pas vécues. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans un cocon qui est le football. Et quand tu leur fais parler d'autre chose, ou tu penses qu'ils ont une légitimité pour s'exprimer d'un débat politique, ils peuvent, hein, mais d'apporter sur la religion, des éclairages. Enfin, t'es pas un savant. Ouais, c'est Il y a vrai. des jeunes qui t'écoutent. Il y a des personnes avant toi à écouter. T'es pas un médecin. T'es pas un psychiatre pour analyser Après, est-ce que le c'est pas l'époque comportement des aussi? autres. Ouais, aujourd'hui c'est. Parce qu'on a Mais moi l'impression que aujourd'hui, tout le monde voilà. peut dire tout ce qu'il veut sur n'importe quoi. Ouais, aujourd'hui c'est aujourd'hui, il faut pas croire, mais cette caméra, elle a un pouvoir sur les gens. Et croire que c'est des super pouvoirs. Ouais, Mais il faut faire attention au discours qu'on tient, tu vois, pour vivre dans une société où on vit tous ensemble. Enfin, à un moment, on a besoin de mesures, d'intelligence, de savoir des gens qui. Je dis pas un footballeur, il peut parler que de football, mais à un moment, il faut pas aller dans des trucs où tu vas maîtrises créer pas. des tensions, où il y a des jeunes qui vont t'écouter à dire non, mais s'il le dit lui, c'est que c'est vrai, etc. Enfin, il y a trop de délire aujourd'hui. Mais les problèmes, c'est ces anciens footballeurs qui vont pas bien en vrai. Moi, je les vois, ils veulent venir. Ils appellent pour commenter des matchs, ils appellent parce qu'ils savent rien faire d'autre. Ouais. Et tu vois, alors que peut-être qu'ils ont un talent caché, Ouais. mais sors du foot. Ouais. T'as vécu 17 ans une passion avec le football. Essaye de créer, mais ça, tu vois, ils n'ont pas l'énergie, la pensée, ils n'ont pas le truc, il faut tout le temps les accompagner. Et donc, il leur manque quelque chose. Et le manque, tu le vois dans les yeux de quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui n'est pas bien. Il y en a beaucoup qui ne sont pas bien. S'ils ne parlent pas de foot, 4-3-3, 4-2, 4-3-2-1, enfin, il n'y a plus rien. C'est vide. Là, justement, là, tu parlais de la partie commentaire, ben, on va y aller justement sur ton actualité. Alors, dire comment tu es devenu commentateur. Moi, j'ai rencontré, alors moi je joue à Red Star, et après en Détroit, j'ai rencontré Laurent Jaoui. Non, pardon, avant Laurent Jaoui, à Eurosport. J'ai commenté le 3e match de France-Algérie-Égypte au Soudan. D'accord. En 2008 pour la Coupe du Monde 2010 ou 2009 pour la Coupe du Monde 2010. Pour 2010. Le fameux match au Soudan, caillassage, etc. Un match de fou. Et parce que j'ai une amie qui travaillait à TF1, Eurosport à l'époque appartenait à TF1. Elle m'a dit, je jouais à l'époque en national, et elle m'a dit, Zizek, on cherche des nouveaux profils, TF1 quand même. On cherche des nouveaux profils avec un peu plus de diversité, etc. Et j'ai pensé à toi, je te donne le contact de Patrick Godet, à l'époque directeur général d'Eurosport. Il m'appelle, il me dit, voilà, je t'appelle de la part de Samira. Est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai avec plaisir et tout. Est-ce que tu es prêt à commenter un match de Coupe de France samedi? On était jeudi. Ou vendredi, il me dit après-demain, il y a Caen Boulogne-sur-Mer. Caen qui était en D1 à l'époque, et Boulogne-sur-Mer en national. Est-ce que tu peux faire le bord de touche? Je dis, si ça parle football, je peux le faire. Il m'a dit rendez-vous samedi à gare je sais pas quoi, et on va à Gare du Nord, et on va à Boulogne. Tu vas commenter bord terrain, et on va voir ce que tu as. Sans expérience. Sans rien. Incroyable. Sans rien. Il sait que je joue au foot. Et donc, je me retrouve avec un micro comme ça, de bord de terrain. Et le mec avec qui je vais commenter, Rémi Tissier, il est sympa. Il me dit écoute, je vais prendre le banc de Caen. L'entraîneur, c'était Dumas, je crois, à l'époque. Parce qu'il est dur. Je vais te laisser Boulogne-sur-Mer. L'entraîneur, c'était, oh merde, pas Rudy Garcia. Ah, il était connu.
Ah, il faut que je regarde sur Internet. C'était qui cet entraîneur? Bref, on va regarder sur Internet. Ouais. Pas Rudy Garcia. Je vais vérifier ça. de suite. Boulogne-sur-Mer En quelle année? en 80, en 2008. Et il me dit, je vais te laisser le banc de Boulogne, il est sympa. Non, c'est pas Rudy Garcia, j'ai un doute. Et moi, lui prend la parole, il va, tu sais, des fois, il faut aller voir Dumas, essayer d'avoir des informations. Donc moi, je fais un peu ce que font là les mecs sur le bord de touche, t'attends, voir ce qui se passe, etc. Et moi, à un moment, je m'approche du banc et je parle à l'entraîneur. Et je parle à cet entraîneur et il me répond sympa. Il me répond sympa et donc 2 fois par mi-temps, je vais voir quand votre équipe elle est dans un temps fort, etc. Je lui dis, je pense que vous allez marquer. Et à ce moment-là, il y a un corner et je lui dis, bah tiens, sur ce corner-là, vous allez marquer presque en direct là, comme ça. Et le tir, je dis, le grand black, c'était un black qui avait marqué un but de la tête sur le corner. Il se retourne, il dit, mais tu portes bonheur, toi, tu restes là. La mi-temps arrive et il gagne, Boulogne-sur-Mer gagne ce match-là, il bat Caen. Et l'entraîneur, il me dit, toi, tu reviens au prochain tour et tu portes bonheur et tout. Donc, je rentre avec les caméras et le micro dans le truc. Et c'était l'histoire. Et je sais pas, quelques mois après, je commente Alors, je te coupe. 2008, tu as dit. Ouais. Philippe Montagnier. Philippe Montagnier. Ok. Exactement. Et donc, il a été super sympa. Et il me dit, tu reviens quand tu veux ici. Là, ils s'étaient qualifiés. J'ai pas fait le match d'après. Mais j'ai fait Algérie-Soudan. Et là, je commente l'Algérie, il me dit, Zizek, Eurosport, grosse écoute, le soir, là, toute l'Algérie attend, toute la France attend. Il dit, je sais, on sait que tu es pour l'Algérie, 26 ans qu'il n'avait pas fait de Coupe du Monde, etc. Sois mesuré dans tes propos, il ne faut pas que tu cries. Voilà, tu as un consultant, tu donnes ton expertise, tu es neutre. etc., mais tu es neutre. Ouais. J'ai serré les fesses pendant tout le match. Et à la fin, j'explose, 24 ans, 26 ans. Oui. Et là, je repense à Smaïl Bouabdallah qui a fait après, qui a pleuré. J'ai fait un peu ça aussi, tu vois, parce que c'était émotionnellement, c'était puis 3 matchs, une victoire à domicile, une défaite. Il fallait faire la revanche au Soudan, et là, c'était spectaculaire. Et donc maintenant. Et donc après je rencontre Laurent Jaoui qui me disait que j'aimerais bien que tu commentes avec moi la Youth League. J'ai commencé pendant 5 ans à faire la Youth League à Canal quand ils avaient les droits à l'époque. Donc j'ai fait la Youth League. J'ai commenté les pépites qui sont devenus des grands joueurs. Et après, ils ont récupéré le championnat national. Ça tombait bien, j'ai joué au national. Donc, ils disaient que tu vas commenter le national. Et donc, j'ai fait ça encore pendant 6 ans. Depuis 2016, je suis à Canal. Et je commente un peu de Youth League, la nationale. Et là, on n'a plus le championnat national cette saison. Aujourd'hui, je fais tous les matchs saoudiens pratiquement. Et la Youth League, quand elle reprend, les conférences, quand ils ont besoin, Ligue Europa. Et je fais le championnat anglais, là. J'ai fait Tottenham, Bradford dimanche. J'ai dû faire Manchester ou Chelsea. C'est kiffant. Parce donc que... ça va, je gratte du temps de jeu comme un footballeur. Il y a des joueurs qui ont fait des carrières en Angleterre, donc qui sont plus légitimes que moi à commenter. Mais voilà, je crois avoir la confiance des rédacteurs en chef, des responsables qui, de temps en temps, me disent, Isaac, tu vas commenter un match de Premier League. Et du coup, ton statut, c'est quoi? C'est consultant? Ouais, je suis consultant. Ouais, je suis pas sous contrat comme les consultants. T'es pas journaliste? Non, je suis pas journaliste. Non, je suis consultant et je bosse depuis 6 ans avec Canal. C'est des piges. Et je sais qu'il y a beaucoup de matchs qui sont commentés en studio. Ouais. Tu fais quand même des déplacements, il y a les deux. Ça nous est arrivé avant le Covid, on se déplaçait plus, surtout sur le national. Avant le Covid, j'allais pratiquement sur tous les terrains avec le national. Et depuis le Covid, on commande en cabine, ouais. Sauf quand c'est des grands matchs, alors les foot anglais, le championnat anglais, quand il y a Arsenal, etc., il y a une équipe et un journaliste. On a des très bons journalistes sur Canal, Paul Choucriel, qui commandent ces gros matchs-là, avec puis Habib Bey, mais voilà, des joueurs confirmés. Et donc, eux se déplacent pour les grands matchs, sinon on les commente de cabine. Et du coup, la sensation, c'est pas la même. Ah non, rien à voir. C'est compliqué. Non, rien à voir. C'est dur d'abord d'analyser le jeu. Quand tu es sur le terrain, tu vois à 90 degrés, tu vois tout, quoi. Tu vois du poteau de corner là à l'autre. Tu vois des déplacements. Tu peux anticiper déjà une course que tu as vu voir 30 mètres avant le déplacement du but. Non, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment... moi, ça va. J'arrive à discerner le jeu. J'arrive à analyser très vite parce que, en fait, je me mets à la place du porteur de ballon. Donc, j'ai la chance. Des fois, je dis des choses. Ça se passe, heureusement, d'ailleurs.
Mais c'est pas le meilleur moment pour analyser un match, pour visionner. C'est le terrain. T'as la ferveur, t'as le public, t'as tout ça, c'est magique. C'est magique. Moi, Attends. j'avais une question. Vas-y, Excuse-moi, vas-y. Sabrina. Mais non, vas-y, je t'en prie. Non, Moi, non, vas-y. sur la Saudi Pro League. Ah ben, alors justement, je te coupe 2 secondes, j'allais en parler. Ok, vas-y. Juste, j'allais dire, c'est vrai que le temps presse, on est bientôt sur la fin, et j'allais enchaîner sur ça, donc tu as lu dans mes pensées, mais vas-y, Connecté. je t'en prie, je t'en prie. Non, moi, la Saudi Pro League, là, dernièrement, je sais pas si vous avez vu les déclats de Cristiano Ronaldo. Il en a eu plusieurs sur la Ligue 1, par exemple, sur la MLS dernièrement, là. Toi qui commande du coup et qui regarde certains matchs de Saudi Pro League, moi j'en ai regardé, mais quelques-uns. Tu juges comment le niveau des joueurs et le niveau de la ligue? Non, c'est pas la Ligue 1. C'est marrant parce que avant-hier, il y a 3 jours, j'ai répondu à l'équipe. Il y a un article qui est sorti hier sur le Cristiano Ronaldo et il y avait un passage où j'interviens. C'est pas la Ligue 1, mais les 4 grosses équipes d'Arabie Saoudite peuvent bien figurer dans le championnat français. C'est-à-dire El Ittihad, El Ittihad, Al Hilal, Al-Ahli. Al Ahly peut-être, Nasser. et Al Qadisiyah, qui vient de monter en première division. Pas El Nasser? Oui, j'ai dit Al Nasser, non? Non, je crois Ah, pas que pardon, tu Al dis. Hilal, oui. Ouais, non, je Dans crois l'ordre, pas. Al Hilal, Al Ittihad de Benzema, Ouais. Al Nasser, Ok. Al Qadisiyah et un peu moins Al Ahly. Al-Ahli, ok. Mais Al Ahly. Dans cet ordre-là, Al Hilal peut finir dans les 6 premiers en France. Al-Hilal, ok. D'accord. Seulement, 6, ok. ouais. Ils sont meilleurs que Lyon. Ok. Donc ça Al-Hilal. peut jouer une place européenne, quoi. Ça peut jouer comme Al Ittihad, mais ça peut pas être dans les 4 premiers. Hein. Ouais, ok. Non. Là aujourd'hui, ça peut pas être dans les 4 premiers. Al Qadisiyah peut aussi figurer dans les 10 premiers. D'accord. Et Al Ahly, dans les 10-12 premiers. Et donc il y a vraiment un fossé entre donc, les 5 que tu as cités Ouais. et le reste de la ligue. Ouais, sauf qu'il est spectaculaire ce football-là. Il est spectaculaire parce que souvent, les derniers font des résultats. C'est-à-dire qu'en Europe, on joue la possession, on organise, je parlais tout à l'heure du système qui faisait les joueurs. Là-bas, c'est encore des joueurs qui font le système. C'est-à-dire qu'il y a ils aiment prendre la profondeur, en 3 touches, aller très vite vers l'avant. Ce qu'on a perdu en Europe. C'est-à-dire on construit, on passe par des schémas, des circuits préférentiels, etc., qu'on travaille beaucoup la possession, la ressortie. En Arabie Saoudite, c'est très rare de voir un défenseur, corner offensif. Des fois, ici, on voit le ballon ressort, on repart avec le goal. Le défenseur redescend et on repart sur une ressortie organisée, propre, avec des relais. En Arabie Saoudite, il y a très peu de passes au gardien. Très peu. Quand on est dans la partie adverse, on reste dans la partie adverse. Moi, c'est ce que j'aime dans ce... Ouais. Après, bien sûr, ils n'ont pas la qualité technique des Français, ils n'ont pas la qualité athlétique des championnats européens, mais les joueurs étrangers qui sont arrivés, ils apportent une plus-value. Hein. Il y a un super Abdelhamid qui jouait à Al Hilal, qui est parti à l'AS Roma, pardon, qui est très fort et qui jouerait à Lyon, qui jouerait à Monaco. C'est une espèce d'Akibi que j'ai beaucoup. Il m'a impressionné. Ils ont des très bons joueurs sur les couloirs. Ils n'ont pas beaucoup de défenseurs centraux et ils n'ont pas beaucoup d'attaquants. C'est-à-dire, tout ce qui est l'axe, ils recrutent d'ailleurs Milinkovic-Savic, des clients au milieu. Ils recrutent des Laporte parce qu'ils ont Simakan, Al Nasser qui sont très forts. Koulibaly, Al Hilal. Et à côté, ils mettent un Saoudien, El Boukhaïl, qui est, moi j'aime pas beaucoup, mais qui est avec Al Hilal, qui est le Ramos saoudien. D'accord. Ils travaillent beaucoup sur les côtés avec des joueurs de profondeur. Et les Européens arrivent à structurer, mais non, c'est pas. Mais c'est meilleur que le foot américain. Ah oui, ça c'est. Oui, pour moi, c'était pas. Ils ont mis 6. Al Nasser a mis 6-1 ou 6-0 à Miami. Ça, pour moi, c'était pas une. C'était clair. Mais je voulais aussi savoir par rapport à l'image de la ligue. Parce qu'en fait, ils ont investi tellement d'argent qu'on oublie du coup ce côté foot. On voit que la lumière et les stars qui y sont. Tu penses que ça va continuer comme ça, ou parce que là on voit déjà certains joueurs qui reviennent en Europe. J'ai entendu déjà Neymar est parti déjà. J'ai entendu comme quoi Laporte serait intéressé de revenir en Europe, Koulibaly aussi. Il y a qui est reparti en Europe dernièrement aussi, le joueur de Liverpool, l'anglais qui est parti. Voilà, il y en a il y avait N'Golo Kanté aussi, il y avait des échos pour l'Europe. Fofana, tu vois. Ouais. Non, il y en a qui y viennent pour 2-3 ans. Hein. Certains, là, Nacho, il va pas finir sa carrière. Enfin, il a 35 ans, je crois, Nacho.
il va faire une pige ou deux, et puis il va revenir en Espagne, peut-être finir dans un club formateur. Enfin, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Il y en a d'autres qui vont arriver. Là, il y a Salah, on parle de Salah. Il y en a qui vont faire le chemin inverse. Hein. Et puis 2034, il y a la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça, Ça veut dire, hein. c'est Ils l'objectif. vont faire comme le Qatar. Bien sûr. Ils vont faire du soft power, ils vont ramener du monde. Le prochain Ronaldo, il va venir là. Bien sûr. Enfin, un grand joueur. Le nombre de jeunes de 20 ans, brésiliens, portugais, qui arrivent en Arabie Saoudite, c'est effarant. Et donc pour toi, c'est pas une ligue comme la ligue chinoise ou c'est pas une ligue qui s'éventrera dans. Non, j'ai 3-4 commenté ans. avec japonaise à l'époque, Ok. pour Eurosport. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Non, ça n'a rien à voir. Non, le football, il faut regarder. Là, ce soir, je vais commenter El Ittihad contre Al Tawoun. Al Tawoun, c'est une équipe de bas de classement. À domicile, Al Ittihad n'a pas gagné. D'accord. C'est pas comme le PSG aujourd'hui va au Havre, ou je sais pas, c'est plié. C'est plié, Ouais. sauf s'ils ont joué là, il y a 2 jours la Coupe de France, et dans 2 jours ils jouent City ou Brest en Ligue des Champions. Mais en Arabie Saoudite, ils sont durs les matchs. Ils sont durs. Il n'y a que les grands attaquants qui te le rendent facile. Mais il faut voir Benzema pour parler de Alors, ce que j'aime pas chez les Saoudiens, ils sont très indulgents avec les stars européennes. Ronaldo, Mitrovic, etc. Ils sont durs avec les Arabes. Ok. Karim Benzema, mais il le tue. Ah ouais. Karim Benzema, s'il ne marque pas, il le lapide. Quand il marque, il le vénère. Mais c'est simple, t'es Karim Benzema, tu nous fais gagner. Alors il l'a fait. Il leur a fait gagner le titre il y a 2 ans. Sauf qu'Al Hilal, l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont recruté du lourd. Et donc ils disent, ouais, Benzema, qu'est-ce que tu fous? Benzema tout seul. Donc moi, il me fait de la peine quand je connais le grand joueur qu'il est. Donc je le dis quand je commence. Je dis, mais c'est trop la pression qu'ils lui font subir. Donc là, Laurent Blanc est arrivé, ils ont ramené Aouar, ils ont ramené derrière. Marc, hein. Hein, Ah ouais, on marque Ouais, beaucoup, ouais, c'est- hein, franchement. ouais. et donc ils rivalisent, tant mieux, Ouais. parce que c'est pour la beauté du championnat. Et là, le 22, je crois, il y a El Hilal Al Ittihad, ça va être magnifique. Et, vas-y. Ouais. J'avais une dernière question, mais c'est Une par dernière rapport question rapide, ouais. aux divisions inférieures. Est-ce que tu as des échos du développement, genre, c'est-à-dire est-ce que le foot saoudien il se développe aussi dans les racines? Ouais. Tu vois. Ouais. Mais Hervé Renard, il est sélectionneur là, et il y a des académies maintenant. Hein. Il Ok. forme beaucoup, et il forme beaucoup de jeunes. Il y a un football féminin, je savais même pas. Ah ouais, moi je savais pas. Ouais. Et, Du futsal aussi. et futsal aussi. Ouais. Là, juste pour revenir au futsal, il y a un des plus grands joueurs portugais actuellement, là. Pani Varela, qui a signé un club de Cristiano Ronaldo, mais futsal. Tu vois. Mm. Non, ils ont des super infrastructures incroyables. Hein. Ah ouais, quand tu arrives, ils ont des académies, des centres de formation. D'ailleurs, il y a des joueurs hein, sur le banc, c'est souvent des Saoudiens. Tu as droit à 8 joueurs sur le terrain, 8 joueurs étrangers, titulaires ou pas. Mais donc tout le reste, le banc souvent sont Saoudiens. Mais dans les bancs, il y a des gamins de 20 ans, 22 ans. Ouais. Puis tu as vu l'équipe nationale, ils ont battu l'Argentine avec Renard, etc. Non, J'ai vu même, il y a Benrahma qui a signé à Neom là. En D2. En D2. ouais. 12 millions. Bon, je pense qu'il va faire 6 mois, il va finir la saison, et puis après, il va aller rejoindre ses potes. Incroyable. Ok, bon, on arrive au bout. On aurait pu discuter 3 C'est vrai, heures. ouais, j'avais oublié les micros, non, franchement, super, ça fait vraiment plaisir. Juste pour terminer, on a un petit questionnaire, des petites questions Allez, pour oula. terminer sur ça. Le club pour qui tu aurais aimé jouer? Club de tes rêves ou pas, mais pour qui? Alors en France, Peu importe, France, monde. et moi, mon frère, quand il a signé à Saint-Etienne, et oui, je vous ai dit tout à l'heure, il avait fait 19 matchs, il s'est fait casser le genou, il n'a plus jamais rejoué, mon frère. D'accord. C'est pour vous dire le foot Ouais. à l'époque, comment c'était dur. Il s'est fait tacler par Bordeaux, qui à l'époque, dans les années 80, c'est l'équivalent du PSG aujourd'hui. Hein. Ouais. Les 10 joueurs sont des internationaux français, etc. C'est le summum du summum. Donc, et mon frère a signé à Saint-Etienne, et je voulais aller le rejoindre au centre de formation. Moi, quand il a signé, je dis, bon, allez, j'étais gamin, mais je voulais jouer avec mon frère. Ça s'est jamais fait. Et je voulais donc à Saint-Etienne pour jouer avec mon frère, mais Marseille. Marseille. Dans les années 90, moi, je vois, quand j'ai Bernard Tapie, tout ça. D'accord. Le joueur avec qui tu aurais aimé jouer? Pareil, le joueur. Je crois que j'ai fait tellement de rêves avec Maradona que Ah. ouais, j'aurais voulu jouer avec Maradona. Maradona. Et les mêmes avec Zidane. D'accord. Zidane, il a arrêté ma carrière, Zidane. Je dois la fin de ma carrière à Zidane. Moi, on a le même âge. Et quand j'ai dit, moi, je voulais gagner la Coupe du Monde comme tous les gamins, je joue en première division. Et un jour, je découvre Zinedine Zidane. Je dis, mais c'est quoi? C'est bon, il va tout faire, là, c'est bon, j'arrête le foot. Lui, il va aller en équipe de France, il va faire gagner l'équipe de France. Il va tout Il faire. a vécu ce que tu veux. J'arrête.
Ça y est, il a tué le game. Mais il avait 17, comme moi, 17 ans, Ouais. 18 ans. Quand j'ai vu Zidane, j'ai dit c'est bon, j'arrête. C'était Trop fort. où? C'était à Cannes à À l'époque? l'Escan, après je l'ai suivi Bordeaux. à Bordeaux. Mais moi, je l'ai découvert à l'Escan. Je dis c'est bon, j'arrête, c'est lui. Parce que justement, C'est le Messi. les gens disaient pas qu'à Cannes, il était pas si. C'est que sa progression, on l'a surtout vu à Bordeaux ou la Juve. Ouais. Les gens disaient ça, non? Bon, on va refaire une émission sur Ouais, Non, non. on en refera une. Non, moi je l'ai vu, j'ai dit j'arrête le foot. C'est pour te dire. Moi c'est ça, Maradona, Zidane. J'aurais voulu Après vivre oui, l'époque Messi. Et... J'aurais voulu la vivre cette époque, moi, Ouais, franchement, parce ouais. qu'il y a trop de, Mais, trop de gens qui manquent de respect à Zizou en ce moment. Mais non, mais quand il y a Zizou, enfin on pourra reparler, mais à l'époque de Zizou, mais je te sors 10 noms, des Pirlo, des Ronaldo, sûr, des... Ronaldo. le championnat italien où il a joué Zizou. Bien sûr. Je sais même pas s'il a pas été plus fort à la Juve qu'au Real. Il a eu du mal à la Juve. Tu sais qu'il voulait arrêter la Juve. Il a dit non, c'est tombé, je reviens. Après, au Real, pareil, il a souffert. Il a dit non, j'arrête, je reviens en Italie ou je sais pas quoi. Le pauvre, tellement c'est dur. Tout à l'heure, je l'ai parlé de la pression de Benzema. Mais lui, c'est dur ce qu'il a vécu. Non, Maradona, Zidane et voilà. Et mes frères. L'entraîneur pour qui tu aurais aimé jouer? Oh, moi j'aime bien les entraîneurs qui sont durs. Je sais pas, j'aime bien Antenetti parce que je le connais, on le croise à Ouais. Canal. J'aime bien Sagouaï. Après, ouais, moi, de mon époque, hein. Roger Lemaire, que j'ai côtoyé parce qu'il était l'entraîneur du Red Star de mes frères. Et moi, j'étais petit, je montais dans sa voiture, il allait entraîner. Donc, Roger Lemaire, parce qu'il m'avait proposé le bataillon de Joinville après. D'accord. Ah, il y avait Zidane, tu vois, si D'accord. j'avais. Ouais. J'ai refusé le bataillon de Joinville, il y avait Zidane. Si j'avais su, j'aurais été au bataillon de Joinville. Et voilà. Un match qui a existé dans l'histoire que tu aurais aimé jouer. Oh purée. C'est une belle Ouais, question, j'en ai pensé un il n'y a pas longtemps, je sais plus c'est lequel, mais des fois il en passe. Ah, j'aurais voulu jouer Brésil 70. Faut voir, je vous conseille d'aller voir la demi-finale. Non, pas ça, c'est Italie-Allemagne. La demi-finale 70, elle est exceptionnelle. J'aurais voulu jouer avec le Brésil 70, le Brésil 82, le Brésil 86. Et voilà. Et T'es après, brésilien en fait, t'es pas, ouais. c'est pas le cher. Non, mais le petit c'était le Brésil. Et Maradona. Le trophée que tu aurais aimé gagner et avec quelle équipe? Ah, la Coupe du Monde, avec la France ou l'Algérie. Ouais. Ouais, la Coupe du Monde. Le championnat que tu préfères commenter? Tous. Ouais, j'aimerais bien commenter de la Ligue 1. J'aimerais bien commenter de la Ligue 1 avec Canal. Mhm. J'aimerais bien. Je commente le foot anglais et j'aime beaucoup. Italien, il n'y a plus de grandes stars, mais pourquoi pas? Non, la France ou La France. l'Angleterre. Et le match que tu as le plus kiffé à commenter dans ce que tu as commenté? Ouais, Algérie-Égypte au Soudan. Ouais, hein. ouais. Ouais, Algérie-Égypte au Soudan. J'ai serré les fesses, hein, je vous Ouais. l'ai dit. Et on va finir par un truc, c'est le joueur parfait. Donc, pour toi, le joueur parfait, il aurait le pied droit de qui? Le pied droit de Zidane. Le pied gauche de qui? Maradona. Le jeu de tête de qui? Van Basten. La technique de qui? Quand je parle de la technique, c'est au sens général. Ouais, je sais plus, c'est Bergkamp. Je suis d'accord. Dédicace à Benzema, là, je sais pas si vous avez la Ouais, story avec ouais, le ouais, maillot, j'ai là. vu, ouais, Ah, ouais. Bergkamp, c'était quelque chose. Ah, Ouais. respect Bergkamp. La vitesse de qui? Alors c'est compliqué parce que moi je regarde pas le football quand il n'est pas passé la ligne médiane. Tout ce qui est défenseur, je suis désolé, mais je regarde pas. Dès qu'il passe la moitié du terrain, mes yeux s'ouvrent. La vitesse 2, Messi. Le mental de qui? Ouais, c'est un mental. Le mental de Ronaldo, parce qu'il a été blessé, il est revenu. Ouais, les joueurs qui ont été blessés, franchement. Ronaldo R9, hein? Ouais, R9. Le vrai, hein, comme on Ouais, dit. ouais, le vrai. Oh là là, Le nôtre, le ça vrai. y est, Ouais, ouais. ça y est, Non, ça ceux qui ont connu des blessures graves et qui sont revenus, la Ouais, résurrection, ouais. la résilience, c'est vraiment très fort. y est. Le vrai. L'intelligence de jeu de qui? Alors, comme j'ai dit Bergkamp, l'intelligence, ouais, il y en a Platini. La défense de qui? Quel joueur pour toi défend Ouais. le mieux? Défenseur absolument génial. Alors, je veux pas dire Beckenbauer parce que je l'ai pas connu, mais je veux dire un défenseur que j'ai aimé, je me rappelle plus. Là, j'ai un trou. Peut-être dans les années 80, j'ai 90. Ouais, désolé. Ouais, Laurent Blanc. ouais. La qualité de passe de qui? Iniesta.
Le dribble de qui? Neymar. Et la finition devant la cage de qui? J'ai déjà dit Cristiano Ronaldo. Non? Non, j'ai pas dit Cristiano Vas-y, Ronaldo, non, mais Cristiano j'ai Ronaldo R9. La finition de qui? J'ai cité Van Basten. La finition de. Ah merde, je l'ai pourtant. Hein. Je l'ai pourtant, mais je sais plus. La finition de. Ouais, il y en a tellement. Hein. Alors, il faut que j'en cite un quand même. Je connais le foot quand même. J'ai un trou. Ah, j'ai un trou. Ouais. Thierry Henry. Allez. Allez, allez, ça va. Dernière question. Il faut que tu nous fasses ton 5 de rêve pour un 5 ou pour un Ah futsal. oui. Ouais, ça c'est 5 de rêve. Un goal? Un goal et 4 joueurs. Oh, un goal, allez. Casillas, Roberto Carlos, Cafu pour derrière. Ensuite Zidane. Ça fait 4. Il en manque un. T'as 3 joueurs de champ là. Il en manque un. Zidane. Roberto Carlos Cafu. Ouais, il t'en Ça manque fait un. 3. manque un. Il m'en manque un. Ah, R9. R9. Oui. Oh, l'équipe équilibrée de ouf. Là, je pense qu'il gagne tous les 5. C'est sûr, Oui, R9. c'est sûr. Eh ben écoute Zizek, merci beaucoup. Ouais. On est arrivé au bout. Merci. C'est arrivé là, avec Zizek, les noms que j'ai sortis. Je vais aller me revisionner des matchs. Je vais aller sur Internet, je vais aller sur vos sites, là, votre chaîne YouTube, là, faites-nous rêver. Non, merci en tout cas d'être venu. Ça a été, on s'est régalé. C'était passionnant. C'est passé vite. Hein. Donc, c'est relou, franchement. c'est compliqué. Non, mais tant hein. mieux, ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir de partager des moments avec vous, des plus jeunes et qui connaissaient aussi bien le foot, quoi. Bon, toi, t'es coach, t'as joué aussi, etc. Youssef, je te connais moins, mais ça fait plaisir de voir la passion que vous dégagez et l'écoute aussi. Vous êtes sensible à ce qu'on vous raconte, quoi. Parce que j'espère que vous prenez aussi du temps à écouter autre chose, quoi. Le football, c'est pas que le terrain, quoi. Et vous le savez. Le C'est football, ça. on l'a assez dit. C'est Et ça. j'ai senti ça, que vous étiez animé de belles choses. Non, merci beaucoup. Juste si tu peux redire le titre de ton livre Ouais. pour ceux qui sont intéressés. Alors, le livre, il s'appelle Mohand et Raoul, l'arabe et le juif. Et c'est aux éditions du Bon Temps. Donc, voilà, vous tapez sur Internet ou sur mon Insta, voilà, vous avez les références. Voilà. Eh ben écoute, Zizek, encore une fois, merci beaucoup. Merci, ça va. C'était un plaisir, franchement. Ouais, c'est merci beaucoup. très gentil d'avoir accepté l'invitation. Youssef, merci aussi. Et on te retrouvera Merci à sur toi. Really Crazy About. Yes. Et On est anglophone ici. Ouais, c'est ça. On est international. C'est ça. Et puis, merci Ous, l'homme de l'ombre derrière la caméra. Merci. Et puis, on se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode du Final Four ou du goûter. Allez, merci. Merci Salut. les gars. Allez, Merci. ciao.